Bonjour, je vais vous lire l'histoire d'Al Kbira. Né à Marrakech fin des années 50, Hassan a passé presque la quasi-totalité de son enfance dans la maison de son grand-père à Del quartier El-Qnaria. Cet homme, aujourd'hui sexagénaire, n'arrive pas à se débarrasser de ce sentiment de désolation qui le domine chaque fois qu'il se trouve dans les environs de ce quartier. En effet, et dès qu'il s'approche de Café France à Jemaa, il est envahi par une sensation irrésistible, perd le contrôle de ses pieds et s'engage involontairement à la redécouverte de ces lieux nostalgiques de son enfance. Son périple commence par la rue des Banques. C'est le début même du quartier El-Qnaria, un petit boulevard qui autrefois renfermait des boutiques spécialisées dans la réparation des postes de radio et de télévision. Il se rappelle de ces visages d'antan, presque tous disparus. Leurs magasins, sortes de petits ateliers, étaient tous de la même architecture, placés sur deux rangées parallèles jusqu'au croisement de la fontaine, Skaya. C'était un endroit moderne, propre, incomparable à son état actuel. Aujourd'hui, ces boutiques abritent des commerces de toutes sortes, des marchandises mal rangées et occupent même le trottoir. Une anarchie semblable à un souk hebdomadaire de campagne. Continuant son chemin, il se trouve devant Delbzari, une ruelle étroite. Les maisons s'étendent des deux côtés jusqu'à Dar el-Bsra, une sorte de demeure pour les SDF aveugles. La maison du grand-père avoisinait cet établissement. C'était un riad avec une vaste cour, une fontaine au milieu, style andalou, dont le jet d'eau émet un son bien rythmé, on dirait une symphonie musicale. En plus de la grande cuisine, il y avait deux salons d'hôtes et une chambre de séjour utilisée comme salle à manger et de réunion de la famille le soir. Équipé spécialement d'un poste de radio, indispensable pour le grand-père, qui suivait régulièrement les informations, et d'une télévision blanc et noir bien sûr. L'étage supérieur renfermait les chambres à coucher et leurs annexes. La terrasse était surmontée par une petite surface non clôturée, stiha. On y accédait par l'utilisation d'une échelle en bois. De là, on pouvait voir toute la place Jemaa el-Fna. On arrivait même à entendre les sons émanant des halqa et on parvenait à distinguer les rythmes musicaux, Gnawi, Issaoui, Houari et autres. Parfois, ces voix s'affaiblissaient et se laissaient dominer par le bruit des klaxons des autocars intervilles stationnés à cette place. C'était avant la construction de la gare routière de Bab Douala. À la direction opposée à cette belle vue, on distinguait les terrasses des maisons du quartier El-Qnaria, entre autres celle du cinéma Eden. Comme tous les enfants de son derbe, Hassan était un habitué à cette salle de cinéma, il aimait tant les films cow-boys. Il se rappelle que Eden était la première à présenter le film de Abd Halim Hafid, Mon père sur l'arbre, Abi Fawq al-Shajara, un film contesté par les milieux conservateurs à l'époque. En effet, certaines scènes ont transgressé les coutumes et les tabous de la société. Toujours immobilisé à l'entrée du derbe, envahi par une tristesse et un profond regret, Hassan commence à se poser des questions sur les vrais motifs du départ de ces nombreuses familles et de la sienne pour d'autres quartiers dits modernes. Pourquoi ce trésor légendaire a été cédé par les héritiers après la mort du grand-père? Quelle a été la plus-value réelle pour chacun de ces héritiers qui l'a poussé à renoncer à un tel édifice dont chaque mètre carré raconte toute l'histoire d'une civilisation et se porte témoin du savoir-faire des bâtisseurs qui n'étaient pas de simples maçons, mais des artistes qui ont excellé pour dessiner ce beau tableau. N'était-ce pas la cupidité excessive qui nous a poussés à commettre de telles erreurs impardonnables et quitter notre originalité et nos grandes demeures pour s'enquister dans des appartements parfois dressés sur les hauteurs d'un bâtiment, et comme disaient les Marrakechis, pendus comme les petits de la cigogne. Rongés par ce chagrin, exorcisés même par un sentiment de révolte contre cette politique d'ouverture exagérée
qui a permis à ces étrangers de s'accaparer de ces lieux au nom de l'encouragement de l'investissement touristique. Hassan avance à petits pas et se retrouve devant l'endroit de Skaya, une fontaine qui était source d'eau pour toutes les boutiques avoisinantes et même pour les maisons non encore dotées de robinets. Cet endroit est maintenant une petite décharge des poubelles ménagères. Se rappelant de l'histoire de ce lieu, il a laissé couler une larme avant de continuer son chemin en empruntant la rue des écrivains publics comme on l'appelait autrefois. Aujourd'hui, les boutiques faisant ce travail se sont multipliées. Entre-temps, il n'a pas oublié Sil Hussein, premier écrivain public installé dans ce quartier et ce depuis les années 60. Sa boutique était en face de la mosquée. À côté de cette dernière, le Farran, une sorte de four traditionnel où affluaient tous les enfants du quartier avec leur osla sur leur petite tête. Ces enfants étaient toujours prêts à faire les courses à tout habitant du quartier. Ils n'exigeaient pas de contrepartie. C'était une éducation transmise de père en fils, une façon de vivre en communauté. Il n'y avait pas de frontière entre le derb et chez soi. Près de Sofran, on trouvait une petite boutique, celle des Tqaïqiyat Baba, une troupe jouant à la Tqal Marrakchia. Ses membres étaient assez nombreux et ils étaient obligés de dresser un tapis en roseau sur le trottoir public pour faire asseoir toute la clique. C'était dans cet endroit qu'ils s'organisaient, discutaient de leurs problèmes et parfois même ils faisaient des répétitions. Hassan visitait souvent cette boutique pour retrouver un grand ami de la famille, Silmedi Hamimsa, un homme de confiance et de caractère. En plus de sa distinction humoristique et blagueuse, à l'instar de la plupart des Tqaïqiyas, il était le bras droit du grand-père. Il l'aidait à gérer cette grande maison, une sorte de zaouia, qui ouvrait ses portes à toutes les manifestations et célébrations de la grande famille. Sans compter ces groupes d'invités qui affluaient massivement tous les week-ends chez les oncles, qui étaient membres du staff dirigeant du club local, le Kaukab. Fatigué, Hassan pense quitter les lieux, mais il se trouve attiré par un endroit très familier. Il reste coincé un bon moment devant un Qissaria, renfermant une dizaine de boutiques. Là, c'était l'endroit de son cinéma préféré, Razela. D'ailleurs, il était pour tous les enfants du quartier. Son prix ne dépassait guère 17 riels, 85 centimes. La séance comptait 2 films, dont la plupart un cow-boy et l'autre hindou. Mais pour y entrer, il fallait se bousculer pour garantir une place, loin des poutres localisées bêtement au milieu de la salle, et qui cachaient par conséquent plus de la moitié de l'écran. C'était rigolo, amusant, on aimait beaucoup cette vie et ces lieux. Maintenant, on y revient pour une cure de rappel de cette belle période, une nostalgie de temps et de l'espace. En face de ce cinéma devenu Qissaria, Hassan cherche une boutique qui lui était très familière. Elle était spécialisée dans la confection des tenues militaires. Il ne s'est pas trompé d'endroit, car cette boutique auparavant de renommée abrite maintenant un modeste commerce d'articles pour femmes. Épuisé, ne pouvant plus continuer son chemin, Hassan a pris place dans une petite pâtisserie pour reprendre son souffle et retrouver un peu de tranquillité après ce marasme psychologique. Soudain, un événement attire son attention. Un homme septagénaire conduisant un vélo en répétant à haute voix « Belek, Belek », essayant de dégager le chemin pour passer. Hassan se rassure qu'il n'est pas le seul de cette génération en cours d'extinction. Voilà un archétype, l'homme à vélo, qui parle toujours la langue d'antan le Belek, incompréhensible chez cette génération qui ignore totalement l'histoire de la grande maison d'Al-Kbira. Merci bien.